Voilà, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Femmes pour 2023. Nous sommes en 2022, vous le savez, à une année de la tenue du 4e processus électoral en République démocratique du Congo. Cependant, la représentativité de femmes et de jeunes demeure encore faible. Est-ce que le cadre politique et juridique de la RDC facilite la représentation de la femme aux élections? Et quel est l'apport de la femme à ce processus électoral? On en parle dans cette émission avec une dame, Madame Georgette Biébié. Elle est activiste pour la protection et la promotion de droits de femmes. Elle milite depuis plus de 20 ans dans le domaine. Madame Biébié, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à toutes les grandes dames du Congo que j'aime beaucoup. Et le combat continue pour le droit des femmes en ce mois de mars 2023. Et au-delà du mois de mars 2023. La lutte 2022. continue. La lutte continue malgré continue. toutes ces années d'investissement. On n'est pas encore arrivé à la parité parce que le cheval de bataille pour notre combat, c'est d'atteindre la parité comme c'est inscrit dans l'article 14 de notre Constitution, qui consacre le principe de la parité homme-femme à tous les niveaux et dans tous les domaines. Donc, aussi longtemps qu'on n'aura pas atteint cette parité, le combat va continuer. Alors, Madame Georgette, c'est une question que je posais à l'entame de cette émission. Est-ce que le cadre politique et juridique de la République démocratique du Congo facilite la représentativité de la femme aux élections? C'est une question tout à fait pertinente parce qu'au début de mon combat, je me suis rendu compte que pour que la participation politique des femmes soit réelle, il fallait un cadre juridique. Et nous nous sommes battus toutes ces années pour faire inscrire les principes de la parité dans la Constitution en 2005. Donc dans notre Constitution qui a été promulguée en 2006, la Constitution du 18 février 2006, nous avons l'article 14 qui consacre les principes de la parité et nous avons l'article 15 qui condamne toute violence sexuelle faite sur toute personne comme crime contre l'humanité. Donc ça, c'est un acquis que nous avons eu dans ces combats pour le droit des femmes. Et après, nous avons compris qu'on ne peut pas faire la politique sans moyens. Pour le moment, nous nous battons pour l'autonomisation des femmes congolaises parce qu'on ne peut pas faire la politique sans moyens. Dans le cadre politique, je pense que cette fois-ci, nous avons la volonté politique du chef de l'État qui s'est proclamé champion pour la protection, la promotion des droits des femmes et l'égalité des sexes. Et je pense que lors de la mise en place du gouvernement des Warriors, le chef d'État s'est battu avec nous pour avoir au moins 30% de femmes au gouvernement. Il n'a pu obtenir pour le moment que 27%, chose qui n'est pas toujours réaliste. 27% de femmes au gouvernement. On est passé du gouvernement Ilou Kamba qui avait 17% de femmes au gouvernement et là on est à 27%. Donc le cadre politique, il se met en place petit à petit, surtout avec la volonté politique du chef de l'État et également les femmes qui s'élèvent. Les femmes qui s'engagent en politique, les femmes qui sont conscientisées, les femmes qui sont sensibilisées, qu'elles sont capables elles aussi à faire la politique. Et je pense qu'on sent un éveil de conscience au niveau des femmes qui s'élèvent, qui s'intéressent à la politique, qui adhèrent à des partis politiques. Parce qu'on ne peut conquérir le pouvoir qu'en étant au sein d'un parti politique qui est le cadre idéal pour conquérir le pouvoir, mais aussi il y a les pouvoirs qu'on peut conquérir par la désignation, par les nominations.
Et je pense que le cadre politique se met en place petit à petit. Voilà. Madame Georgette, vous encouragez les cadres politiques qui est de mise grâce aux actions du chef de l'État et à la volonté politique du chef de l'État. Ouais. Le cadre juridique qui est également un acquis pour les femmes Ouais. qui se sont battues pour acquérir Parce que quand ce n'est même. pas un cadeau ni un faveur Oui, oui. que nous demandons aux décideurs, mais c'est une question de droit, de justice et d'équité. Il nous fallait un cadre juridique, nous avons les cadres juridiques. Maintenant, il faut mettre ces cadres juridiques en application. Oui, mais qu'est-ce qui empêche que ce cadre juridique soit mis en application à la lettre pour que la femme se retrouve aussi dans le Nous chiquier? avons un grave problème dans notre pays, c'est le respect, le non-respect des engagements pris, la non-application des lois. Nous avons une loi de mise en œuvre, de modalités de mise en œuvre de la parité, mais malheureusement, cette loi n'est pas contraignante et elle n'est pas mise en application. Il y a la volonté politique du chef de l'État, mais le chef de l'État n'est pas seul. Le chef de l'État a des collaborateurs qui doivent être davantage sensibilisés aux gens pour comprendre que la responsabilité de donner de l'espace politique aux femmes, c'est incombe au gouvernement qui a ratifié des instruments juridiques régionaux et internationaux qui recommandent la représentation des femmes à tous les niveaux de prise de décision. Les femmes doivent être là aux instances de prise de décision parce que c'est elles-mêmes qui expriment au mieux leurs besoins, leurs préoccupations, et c'est à elles également à proposer des pistes de solutions pour répondre à leurs besoins fondamentaux. C'est normal que les femmes soient là. Donc on continue à se battre pour que ce principe qui est consacré dans notre Constitution devienne une réalité pour le combat des femmes congolaises. Madame Georgette, je l'ai dit dans mon introduction, on tend vers le 4e processus électoral au pays. Il y a déjà 3 cycles électoraux qui ont été réalisés. S'il faut faire une évaluation de ces cycles électoraux par rapport à la promotion de la femme, qu'est-ce que vous reprochez à ce cycle électoral? En général, je pense que ces cycles électoraux qui sont déjà passés ont été une catastrophe pour notre pays parce qu'il n'y a pas d'impartialité des agents qui travaillent à la CENI. Je suis au regret de le dire que la CENI devait être une institution impartiale, une institution neutre qui devait compiler les résultats, organiser les élections, compiler les résultats, publier les résultats, bureau de vote par bureau de vote. Malheureusement, nous avons tous vu en 2018, malgré les appels incessants de tous les politiciens, des organismes internationaux, la CENI, de l'Église catholique, des confessions religieuses, des personnalités politiques de notre pays, la CENI n'a jamais publié les résultats, bureau par bureau, circonscription par circonscription. Alors, ça ne laisse pas une très bonne impression pour les élections, pour l'organisation des élections dans notre pays. Et c'est dommage, parce que quand on parle de la démocratie, je pense que le pilier le plus important de la démocratie, c'est d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Madame Georgette, en plus. vous aviez dit que la CENI n'a jamais été neutre. Non. Pendant tous ces 3 cycles électoraux passés, Oui. malgré des appels incessants de la communauté internationale, de confessions religieuses et tant d'autres organisations. Mais comment expliquez-vous que la CENI, qui est censée être neutre, soit toujours guidée par une pesanteur politique? C'est quoi Parce que la la cause? CENI est inféodée à la politique, alors que la CENI devrait être dirigée par des hommes et des femmes intègres, honnêtes, indépendants d'esprit. Malheureusement, nous sommes dans un apprentissage de la démocratie. Donc on apprend, mais j'ai l'impression que dans notre pays, on recule. La CENI de 2006 s'est comportée mieux que celle de 2018. Alors, il y a beaucoup de pression politique sur la CENI. Je pense qu'il y a un effort à faire de ce côté-là
pour qu'on puisse trouver un système par consensus. Parce qu'en principe, la désignation de membres de la CENI s'est fait, je pense qu'au niveau du bureau surtout, le mot de désignation qui avait été retenu, c'était le consensus. Mais malheureusement, le consensus n'est pas respecté. Mais c'est ce qui s'est fait. On a vu des présidents diriger, des présidents de cette institution d'appui à la démocratie être choisis par consensus. Non, parce qu'à chaque fois, il y a toujours une partie de confession religieuse qui n'a jamais reconnu l'impartialité ou la neutralité du président qui est désigné et qui est placé à la tête de la CENI. Je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. On doit continuer à réfléchir, on doit continuer à échanger pour trouver un système qui va nous aider à trouver des hommes et des femmes qui sont impartiaux. Madame Georgette Lébé, vous parlez de le fait que la CENI soit inféodée par de politiques, surtout au niveau de bureau, comme vous l'aviez relevé tantôt, mais est-ce que ce n'est pas le schéma de Sun City qui semble être... je dirais, obsolète aujourd'hui? On a les schémas tracés par le belligérant. On a la société civile, confession religieuse, thématique femmes, thématique électorale, les politiciens aussi. Le schéma n'est pas mauvais parce qu'on a voulu faire jouer l'inclusivité. Le schéma n'est pas mauvais parce que j'étais à Sun City. C'est aussi ce schéma-là j'étais à Sun City. Qui garde aussi une main politique par rapport à la CENI. Le problème, c'est le problème d'hommes. Des hommes et des femmes qui sont placés là-bas, qui doivent prendre leurs responsabilités, qui doivent comprendre qu'ils sont dans une institution très sensible et que de leur engagement, de leur façon de faire dans cette institution, cela peut faire avancer les pays ou les faire reculer. C'est un problème d'homme. Je ne pense pas que ce soit l'institution. On a voulu que tout le monde soit là. Non, on parle du schéma de Sun City, madame. Mais c'est l'inclusivité. C'est l'inclusivité. Madame, voyez ces calculs. Au sein de la centrale électorale congolaise, de cette institution d'appui à la démocratie, on retrouve l'opposition, on retrouve le pouvoir et la majorité. Et c'est la majorité qui est plus représentée dans le quota de la CENI. Et la majorité qui chercherait toujours à placer ou à boutiquer avec la société civile pour faire passer... Mais ce n'est pas les schémas, ce sont les hommes qui sont placés là-bas, qui se comportent de cette manière. Non, mais pourquoi pas aller au schéma proposé, au schéma initial, proposé par le Tundela, qu'il y ait des acteurs de la société civile, rien que des acteurs de la société civile au niveau de la CENI. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas un problème de schéma, c'est un problème d'hommes. Même si aujourd'hui on met un autre schéma, si on a les mêmes personnes, on va reconnaître les mêmes choses. La même chose, les mêmes erreurs vont se reproduire. C'est un problème d'homme. C'est un problème du Congolais qui n'arrive pas à avoir l'intérêt commun, qui n'arrive pas à placer les pays au-dessus de tout, mais qui sont souvent inféodés à des chefs politiques qui influencent, qui commandent, qui font pression sur cet organe qui devrait être un organe de prestige, mais dans notre pays, c'est vraiment Madame, malheureux. à vous entendre parler, vous semblez douter aussi de cette centrale électorale congolaise. Laquelle? L'actuel bureau de la CENI. Mais bien sûr, vous savez comment... Qui est reparti en 5 majorités, 5 oppositions, 5 sociétés civiles. La centrale comme telle, je vous dis que ce n'est pas le problème de la structure. C'est un problème d'hommes qui gèrent cette structure. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas publié les résultats? Ce n'est pas la centrale qui a empêché la publication des résultats. Les résultats étaient là. Le peuple congolais est allé voter. La machine à voter était là, qu'on nous a imposé. On a voté, les bulletins de vote étaient là. Mais c'est les mêmes résultats confirmés par la Cour constitutionnelle. C'est les mêmes résultats confirmés par certaines organisations. Mais si la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats, nous sommes dans un système démocratique. S'il y a une partie de la population qui veut voir clair, qui fait des recours, qui réclame, pourquoi ne pas publier les résultats? Ce n'est pas la centrale qui va publier les résultats, ce n'est pas la centrale qui fait la compilation des résultats, ce sont des hommes qui ont été désignés et qui travaillent dans cette centrale. Mais madame, pourquoi pas aussi
À vous comprendre, vous semblez douter aussi des résultats des élections de 2018. Mais tout le monde a douté de ces résultats. Moi, je parle de vous, Madame Biébié, Georgette. Mais Alors, tout le monde a oui, douté moi, de ces résultats. moi, je vais poser cette question, madame. Moi, j'étais candidate aux élections de 2018, députée nationale, mais je n'ai jamais su quel est le résultat que j'ai obtenu. Et comment ne pas douter, parce que je veux bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le peuple a le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2018. Nous avons vu des sacs et des sacs de bulletins de vote traîner au bureau de vote. Si je prends un exemple de la Fikine, des sacs et des sacs qui n'ont jamais été dépouillés sous la pluie, qui n'ont jamais été dépouillés. Mais ces gens qui se sont donné la peine de battre campagne électorale, qui sont allés voter, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais publié ces résultats? Les bulletins de vote. Mais madame, vous avez cité des appels incessants des confessions religieuses. Oui. Ces confessions religieuses-là avaient des observateurs. Oui. Dans des centres. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui. Mais qu'est-ce que les confessions quel est religieuses? les résultats de ces observateurs? On pouvait quand même mais tout le monde confronter les résultats de cette observation de confession religieuse à celle de la CENI. Mais qui a demandé la publication des résultats? C'était les confessions religieuses. Parce que la publication de bulletins de vote, des résultats de vote... Bureau par bureau. Parce qu'ils avaient des résultats qui ne concordaient pas aux résultats qui ont été proclamés. Est-ce qu'ils ont mis ce résultat à la place publique? Non. Qui c'est les confessions religieuses? Ont-elles mis... Question. Non, madame. Ont-elles placé ces résultats à la disposition du public? Moi, je suis resté sur ma soif de voir des confessions religieuses qui, au début, ont proclamé haut et fort qu'ils avaient de vrais résultats qui sortaient de machines à voter, mais qui n'ont jamais mis ces résultats sur la place publique. Il faudra leur poser la question. Les confessions religieuses doivent nous expliquer aussi un jour qu'est-ce qui s'est passé entre les résultats qu'ils détenaient et les résultats qu'on a publiés. Pourquoi ça n'a jamais été mis sur la place publique? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais... Là, vous en parlez de moins en moins? Moi, j'ai compris que comme... les élections étaient organisées comme elles étaient organisées. J'avais compris qu'il y avait de la fraude. On a protesté. On a protesté, mais on ne va pas passer toute la vie à protester contre des résultats de 2018. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Il faut préparer l'avenir. Il faut aller de l'avant. Il faut essayer de voir maintenant comment corriger ce qui ne s'est pas bien passé en 2000. J'ai dit que nous sommes dans un processus d'apprentissage. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à corriger les erreurs. Moi, je suis pour la démocratie, pour le système démocratique. Je me suis débattu pour ce système. Donc aujourd'hui, comme j'aime souvent le dire, les élections sont les piliers les plus importants de la démocratie. On ne peut pas parler de la démocratie sans les élections. Bon, malheureusement, peut-être qu'elles sont mal organisées. C'est à nous à voir comment améliorer les systèmes d'organisation des élections. Mais les femmes, malheureusement, continuent à être marginalisées. Les femmes sont pauvres également. Elles ne peuvent pas aller aux élections au même titre que les hommes, qui sont souvent au pouvoir et qui puisent l'argent dans les caisses de l'État. Les femmes n'ont presque pas de moyens pour descendre sur terrain. Il y a aussi des femmes qui puisent de l'argent dans les trésors publics aussi. Pas trop. Je ne pense pas. Pas trop, mais il y a deux femmes. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de femmes au pouvoir. La population a tellement faim aussi. Et les partis politiques, ne faisant pas leur travail de conscientiser la population, la population va encore se laisser beurrer par des pagnes, par du sucre, par du lait, par des képis. Et ce sont des femmes qui sont de plus en plus emportées par ce cadeau que ramènent les politiciens. Ce sont plus de femmes qui sont emportées par ce cadeau. Non, tout le monde. Tout le monde, papa. Tout le monde. Il n'y a pas que des femmes. Madame Biébié, tout le monde. La loi électorale... L'éducation civique, l'éducation citoyenne, l'éducation politique concerne les hommes et les femmes du Congo. Pas les femmes seulement. Alors, Madame Biébié, l'actuelle loi électorale n'a pas encore été révisée.
Elle attend d'être révisée. Voyons voir avec cette session de mars ouverte récemment. Madame, quelles sont les dispositions dans cette loi qui jouent en défaveur de la femme? Ben, nous avons, dans la loi électorale, nous avons l'article 13 qui est en défavorable par rapport à la candidate, parce que dans cette loi, cette disposition de loi n'est pas contraignante. C'est-à-dire, dans la loi, on dit que les partis politiques, le regroupement politique qui présente des listes de candidats, cette liste doit être paritaire, hommes-femmes, si c'est possible. Ils ajoutent si c'est possible. Et il n'y a pas de contrainte. Si cette liste ne contient pas un nombre paritaire d'hommes et de femmes, il n'y a pas de contrainte contre cette liste. Donc les politiciens, ils ne se sentent pas du tout concernés par cette disposition légale. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler pour que la présidente de la commission genre et famille de l'Assemblée nationale puisse tout faire pour qu'il y ait un amendement qui apporte une contrainte dans cette loi électorale. Parce que si elle n'est pas contraignante, les partis politiques ne se sentiront pas obligés de mettre sur la liste électorale autant d'hommes que de femmes. Donc cet article est défavorable pour la participation politique des femmes aux élections de 2022, si elle n'est pas changée. Alors, Madame, cette question, c'est une observation, un constat. On voit lors du dépôt de candidature de femmes compétir aux côtés des hommes, oui, aux côtés de leurs égaux des hommes. Mais lors des résultats, ce sont plus de hommes. Vous voyez au niveau de l'Assemblée, de la représentation nationale, vous verrez, il y a plus d'hommes que de femmes. Pour le moment, nous avons 12% de femmes à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Ben parce que, comme je l'ai déjà dit, parce que la femme se résigne en elle-même. À la CENI, telles que les choses se sont passées, c'est ceux qui avaient le plus d'argent qui achetaient des postes. C'est ça. Je vous ai dit que la femme, elle est pauvre. Et puis la femme a aussi encore un peu de pudeur, parce qu'il faut avoir de l'argent, il faut entrer dans les combines pour aller voir les gens qui sont là-bas, pour acheter des voix. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais tout le monde sait que la plupart des gens sont passés parce qu'ils ont donné de l'argent. On a parlé de la corruption et du corrupteur. Malheureusement, personne n'a jamais été arrêté. Il y a eu des dénonciations. Nous sommes en plein état de droit. Oui, mais l'état de droit, c'est quand on dénonce, on trouve la personne et puis on apporte des preuves. S'il y a des preuves convaincantes. Ah, mais il y a des personnes incarcérées pour corruption, pour corruption, non, pour les élections. Pour les élections. Pour les élections, moi je n'en connais pas. Je ne connais pas de personnes qui soient incarcérées à cause de la corruption. Madame Georgette, que faut-il faire pour garantir la représentativité de la femme lors du prochain processus électoral? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les mécanismes à mettre en place pour que cela soit, pour que la représentation ou la représentativité, allais-je dire, de la femme soit garantie? Mais nous, on s'est battu pour un cadre juridique. Hein. Comme je dis, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur. Il faut des lois. Il faut qu'il y ait une loi qui consacre la participation citoyenne significative des femmes sur les listes électorales. Et il faut que cette loi soit contraignante. Et nous sommes en train de nous battre pour que la loi électorale de 2022, celle qui va être examinée maintenant, porte à son sein un dispositif légal qui garantit la participation politique des femmes à titre égal avec les hommes. Il n'y a que la loi. C'est le cadre juridique parce que ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas une faveur. Il faut l'appliquer rigoureusement. Il faut une loi et il faut que cette loi soit appliquée, à mon entendement. Maintenant, c'est politique. Madame Georgette Piébier, activiste pour la protection et la promotion de droits de femmes, vous
vous y militez pendant plus de 20 ans. Alors la question, nous sommes arrivés à la fin, cette session de mars, cette session ordinaire qui est essentiellement consacrée à la révision aux réformes électorales, qu'est-ce que vous y attendez? Moi, avec cette Assemblée nationale, sachant que la plupart des gens qui sont là-bas sont arrivés par des voies frauduleuses, je n'attends pas grand-chose. Je n'attends pas grand-chose parce que quand une maison est bâtie sur du sable, elle finit par s'effondrer. Les gens qui sont arrivés là-bas par la fraude, ils ne feront pas que la justice soit établie, que la justice soit programmée, que la justice... Or, la justice élève une nation. Je ne sais pas s'ils peuvent se ressaisir, je ne sais pas. Mais moi, je n'attends pas grand-chose à ce qui se passe à Plongez l'Assemblée. encore la femme congolaise dans le désespoir. Non, ce n'est pas le désespoir. Ce n'est pas le désespoir, mais c'est la réalité politique. C'est le réalisme politique. On va y aller, on essaye de mettre des garde-fous en espérant qu'en 2023, il y aura un peu plus d'essence, de patriotisme. Peut-être que les Congolais vont se ressaisir, peut-être que les Congolais vont se dire on ne peut pas continuer comme ça. On ne sait pas. On est qu'en 2022, peut-être que d'ici 2023, les choses peuvent changer, mais on continue. Soyons positifs. On continue le combat. Et les combats continuent. Le combat va continuer. Nous allons continuer à réclamer, à revendiquer qu'il y ait une disposition légale qui est en faveur de la participation politique des femmes aux élections de 2023. Voilà, madame, je l'ai dit tantôt que nous sommes arrivés à la fin, mais on va quand même suivre cet élément, ce reportage au niveau de la régie, que vous allez commenter même en 1 minute avant de clore cette émission. Alors, Patusita nous balance ce reportage. Un vice-président de la CENI, Didier Manara Linga, qui s'est réjoui de l'engouement suscité par des organisations regroupant les personnes vivant avec handicap, a dit en des termes clairs que laisser votre catégorie de côté dans ce processus électoral serait complètement absurde car vous êtes un 10e de la population qui va élire ses propres dirigeants. La catégorie que vous représentez aujourd'hui au pays, peut-être que les gens ne connaissent pas, d'après les statistiques à notre possession de 2021, parmi les Congolaises et Congolais, il y aurait 10 millions de personnes vivant avec handicap. Donc, pratiquement un 10e de la population du Congo. Donc, laisser cette catégorie de côté par rapport à un processus au bout duquel la population elle-même se choisit ses propres dirigeants serait pratiquement absurde. Voilà pourquoi la centrale électorale tient à vous dire ceci. Notre objectif majeur par rapport à l'organisation de ces cadres préparatoires est double. Le premier, c'est de vous confirmer, c'est de donner vraiment des confirmations sûres que les personnes vivant avec handicap doivent être partie prenante effective du processus électoral. Deuxième objectif, c'est de vous écouter. Venu rejoindre d'autres membres du bureau, Denis Kadima, président de la centrale électorale, a déclaré que désormais l'aspect handicap sera pris en compte dans certaines réunions thématiques de la CENI, comme nous le faisons pour les femmes et les jeunes. Un point assez important en rapport avec l'intégration des personnes vivant avec handicap dans certaines de nos réunions thématiques. Parce que dans nos réunions, nous le faisons systématiquement, on se dit il faut qu'il y ait une bonne représentation des femmes par exemple, il faut qu'il y ait des jeunes. Désormais, on va ajouter les personnes vivant avec handicap. J'ai fait une demande à AFS de voir comment avec un consultant, on peut voir selon notre système électoral, comment on peut améliorer la participation des personnes vivant avec handicap. Madame Georgette Biébié, le PVH, convié autour de la table de discussion avec l'actuel bureau de la CENI, elles sont un peu mis à l'écart par rapport à ce processus et la CENI qui se bat pour l'inclusivité.
Quelle est votre réaction par rapport à ces personnes, je dirais, vulnérables qui s'y voient être écartées du processus électoral? Je crois que ces personnes vivant avec handicap connaissent les mêmes problèmes de marginalisation, d'exclusion, de discrimination que les femmes. Et pour elles également, c'est l'article 14. C'est l'article 14, cet article qui recommande la représentation paritaire des hommes et des femmes. Et je me rappelle que dans cet article, on parle également de personnes vivant avec handicap. Et je l'ai déjà dit, c'est une question de justice. On doit leur faire justice aussi. S'il y a des personnes vivant avec handicap qui ont la vocation, qui ont l'appel de faire la politique, on doit leur donner les mêmes droits. C'est une question de droit. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un cadeau, c'est une question de droit. Ces personnes ont les mêmes droits que les femmes, ces personnes ont les jeunes également. Les jeunes également ont les mêmes droits que les femmes, que les adultes, que les personnes vivant avec handicap pour pouvoir participer à une... Voilà, merci beaucoup Madame Georgette Biébié. C'est une question de justice, c'est un droit. On doit accorder à ces personnes-là leurs droits pour qu'ils soient, s'ils ont des ambitions, hein, comme vous l'avez dit, politiques, de se représenter aussi lors du processus électoral qui sera organisé en 2023. Alors Madame, je le dis tantôt, vous êtes activiste pour la protection et la promotion de droits de femmes. Merci d'être passé dans nos locaux et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à Info pour elle, pour tout le travail que ce groupe est en train de faire sur les réseaux sociaux, à la télé. Merci surtout à la grande dame Magui Mboukou pour le grand travail qu'elle est en train d'abattre. Dernièrement, il y a eu une nomination de 50 femmes qui inspirent. Je suis parmi ces 50 femmes. Félicitations, et je lui dis Biébié. encore merci pour le travail qu'elle abat. Et je pense que ça va payer un jour. Voilà, félicitations de faire partie de Merci. ces femmes qui inspirent, hein, de femmes qui font rêver la jeunesse congolaise, la jeune fille congolaise. Merci parce que vous faites... On se bat. Vous êtes parmi les exemples. Donc battez-vous et l'avenir est meilleur devant vous. Merci. Voilà, merci d'être passé dans notre émission. On est fini pour cette émission Femmes pour 2023. Merci également à l'équipe de ZM Télévision. Merci aussi à Pour Elle Info, comme Madame l'a dit, l'idée de la conception de cette émission qui milite en faveur de la femme congolaise. On est fini pour cette émission. Le rendez-vous dans le prochain numéro avec elle-même, Magui Mboukou.